Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Je reçois aujourd'hui notre grand historien des couleurs et des animaux, Michel Pastoureau, pour son livre sur le taureau. Il y a également Karimouche qui sort Princesse, premier extrait de son nouvel album Folie bergère qui sortira en janvier. Et Pierre Malinowski, il s'est fait une spécialité de retrouver les corps de soldats disparus depuis des lustres. Dans À la recherche du tombeau perdu, il raconte comment il a retrouvé la tombe du général Gudin, le camarade de Napoléon à l'école de Brienne, tombé en 1812 à la bataille de Smolensk. Mais commençons tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui caractérise ce début du XXIe siècle ? Nos invités répondent en images. Voici la vôtre, Pierre Malinowski. C'est un cimetière militaire ? Oui, tout à fait, oui. C'est le cimetière de Craonel, à côté de Craonne, donc un lieu emblématique de la Première Guerre mondiale, de l'offensive Nivelle. On connaît tous le 16 avril où plus de 130 000 soldats français ont été tués. Et je viens d'un petit village à côté de ce cimetière. J'ai arpenté ce cimetière durant toute mon enfance avec mon père, qui est historien sur la Première Guerre mondiale. Et pour moi, ça représente le sacrifice, en fait, de la France, de toute une génération. Il y a plus de 100 ans, mais en fait, c'est très, très court à l'échelle de l'histoire de France. Et aujourd'hui, quand je vois les actualités, et surtout, pour moi, la jeunesse française, pas dans sa globalité, mais en partie, voir toute cette jeunesse sacrifiée, pourquoi ? Et je me demande aujourd'hui qui, en France, des jeunes de 20 ans, est-ce qu'ils pourraient, survivre à ce qu'ont survécu, à ce qu'ont vu cette jeunesse massacrée d'1 300 000 soldats français. Karimouche, votre photo à vous, elles sont bien vivantes. Hein, C'était quand ? Alors ça, c'était cette année ou l'année dernière. Mais je trouve que cette photo, qu'elle représente bien la société actuelle, entre les manifs. Sur cette photo, on voit même les masques. Donc, quand on s'approche bien, c'est une manif féministe. Et ce que j'aime aussi sur cette photo, c'est qu'il y a aussi plein d'hommes solidaires aux femmes. Et voilà, je trouve que ça représente bien la société d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai, d'une certaine manière. Aussi avec ses approximations, parce que quand on traite un avocat de complice, par exemple, c'est juste un avocat. Ouais. Voilà, mais ça représente bien la société d'aujourd'hui, effectivement. Oui, complètement. Et enfin, votre image à vous, Michel Pastoureau, de la couleur, mais aussi de la peinture. Oui, c'est un tableau d'une jeune femme peintre qui signe Âme sauvage. Et il me semble que ce tableau, si on oublie que c'est une œuvre d'art, est assez emblématique de l'état du monde et de la société. Un camailleux de gris, beaucoup de gris, et puis aucune ligne droite, du désordre, du dérèglement, de l'inquiétude et du chaos. Je pense que c'est assez emblématique des temps que nous vivons actuellement et surtout de ceux qui nous attendent demain. Probablement, hélas. Eh bien, commençons. Alors, Michel Pastoureau, vous êtes un historien des couleurs, mais aussi des animaux. Vous avez consacré des livres à l'ours, au cochon, au loup, et aujourd'hui au taureau, dont vous publiez une histoire culturelle aux éditions du Seuil. C'est une vieille histoire entre les taureaux et nous. On en peignait déjà dans les grottes de Lascaux. Il y a la fameuse salle des taureaux. Ces fameux grands taureaux de Lascaux, le plus grand mesure 5 mètres de long, il est noir. Il est devenu en quelque sorte non seulement l'emblème, mais peut-être le logo de la préhistoire. Ce n'est pas le plus ancien taureau qu'on voit sur les murs des grottes. À Lascaux, on est 17 000 ans avant le temps présent. Mais il y a des taureaux, des aurochs, puisque c'est un grand taureau sauvage, des aurochs sur les murs de la grotte Chauvet. Donc là, on est vers 32 000 ans avant le temps présent. Et même si l'auroch n'est pas la vedette du bestiaire peint et gravé du Paléolithique, il y a plus de bisons, plus de chevaux, plus de cervidés. Il est quand même assez abondamment présent. Donc, des grottes du Paléolithique jusqu'à l'art contemporain, le taureau a traversé tout l'art occidental. Oui, et vous montrez aussi que parmi les plus anciens objets en or qu'on ait découverts en Europe, c'est à Varna en Bulgarie, il y a des bijoux qui représentent des taureaux. Et là, on est en 4005, 4006 avant notre ère. Hein.
Avant notre ère, oui, ce sont probablement les plus anciennes traces de l'orfèvrerie européenne sur les bords de la mer Noire. Et le taureau est déjà présent, c'est un bijou. Probablement atteste-t-il déjà la présence de cultes taurins dont on a trace à ces dates-là un peu partout, au Proche et au Moyen-Orient, et surtout le pourtour de la Méditerranée. Est-ce que l'on sait, Michel Pastoureau, à quel moment on est passé de l'auroch au taureau domestique, au bœuf et à la vache? Alors il faut rappeler que la vache, c'est la femelle du taureau, le bœuf, lui, ne se reproduit pas. Mais est-ce qu'on sait à quel moment se sont opérées ces transformations? Oui, on sait à peu près. Il y a plusieurs foyers probablement. Le plus ancien se situe aux confins de la Turquie et de la Syrie actuelle et vers 8000 ans avant le temps présent. Pour qu'il y ait domestication de l'auroch, il faut que l'homme soit sédentaire, qu'il pratique déjà l'agriculture, qu'il vive dans des villages, et des animaux qui ne pouvaient pas suivre les populations nomades commencent à être domestiqués. Donc avant les bovins et les porcins, il y a eu les chèvres et les moutons qui, eux, peuvent suivre les populations nomades sur des longues distances. Ça n'est pas le cas des taureaux, des vaches. Et donc, il faut attendre que l'homme soit sédentaire au néolithique. Donc, vers 8000 ans avant aujourd'hui, ça semble raisonnable. Évidemment, les recherches des préhistoriens font que ces dates ont tendance à reculer au fil des décennies. Est-ce que le taureau a été le premier animal qui soit devenu un dieu pour les humains? Il a été un dieu, hein, ça on en est sûr, mais vous dites que c'est peut-être l'ours qui l'a précédé. Oui, c'est un vieux débat chez les préhistoriens. Est-ce qu'au Paléolithique, il y a eu ou non culte de l'ours? Un certain nombre de témoignages, dans les grottes notamment, laissent entendre que l'ours a été le premier dieu. On le pensait autrefois, aujourd'hui on en est moins sûr. Donc si ce n'est pas l'ours, moi je suis partisan de l'ours, mais si ce n'est pas l'ours, évidemment ce sera le taureau, parce que, à des dates plus récentes, ces cultes taurins sont attestés en un grand nombre de lieux dans l'Ancien Monde, et c'est la première figure animale associée à une divinité de manière très très intense. Et alors c'est le dieu de quoi? Qu'est-ce qui nous inspire au départ, le taureau? Eh bien, l'être humain admire sa force, sa fougue, et, son énergie vitale et sa fertilité. Le taureau, c'est l'animal fertile. C'est sans doute pour cette raison d'ailleurs que dans les sociétés anciennes, on l'attelle à l'arère, l'ancêtre de la charrue. On accroche même les liens, non pas au cou, mais aux cornes du taureau. On a l'idée que les cornes sont en liaison avec la lune fertilise tout, et donc l'énergie passe de la lune vers les cornes, et des cornes de l'animal vers le soc de la charrue, et donc vers la terre, pour fertiliser les graines qui vont donner les récoltes. On n'invoque jamais l'intelligence du taureau. Pourtant, les grands écrivains de la tauromachie, comme Hemingway, ont toujours insisté sur l'intelligence du taureau, qui en un quart d'heure, la durée d'une corrida pour le taureau, en apprend plus probablement que l'homme pendant toute sa vie. En un quart d'heure, il comprend. Et d'ailleurs, si ça dure trop longtemps, il tuera l'homme. Et de la même façon, s'il a déjà été toréé avant, sans qu'on le sache, il tuera l'homme. Oui, ce n'est pas une vedette de l'intelligence animale. Hein. Le taureau, toutes les enquêtes montrent qu'il y a bien plus intelligent que lui. Si on met les grands singes à part, l'animal le plus intelligent, c'est bien sûr le corbeau. Ensuite, c'est l'ours, le dauphin, le rat et quelques autres. Buffon a des pages très très dures contre le taureau, en qui il voit un animal stupide. Donc à l'époque même où naît la corrida moderne, vers le milieu du XVIIIe siècle, le grand naturaliste Buffon dit exactement le contraire et présente le taureau comme un animal peu intelligent. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser, je ne suis pas un spécialiste de ces questions. De tout ce que j'ai lu récemment, la vedette de l'intelligence animale, de tous les tests, expériences, c'est le corbeau, ce qui tend à montrer qu'il n'y a pas grand rapport entre la taille du cerveau et l'intelligence. Alors, vous parlez évidemment du culte de Mitra.
qui pendant 3 siècles a été la religion rivale du christianisme. Là, c'en est une représentation célèbre qu'on voit derrière moi. Dans le culte de Mitra, le taureau est un objet sacrificiel, dites-vous, hein, et pas du tout un dieu ou un demi-dieu comme on le croit. Non, le culte de Mitra, c'est une religion du soleil, c'est le soleil qu'on adore. Et on lui sacrifie des taureaux, donc le taureau est un instrument. Et son sang sert à baptiser les fidèles, le prêtre lui-même s'arrose du sang de taureau sacrifié. Tout cela, pour le christianisme à ses débuts, est abominable. Il n'y a pas besoin de sacrifices animaux pour les chrétiens, puisque le sacrifice du Christ sur la croix suffit. Alors il y a une espèce de guerre à la fin de l'Empire romain entre le mitracisme et le christianisme. Le christianisme l'ayant emporté, il a décrété le taureau animal impur, il l'a rejeté et lui a préféré le bœuf, c'est-à-dire le taureau castré, animal docile, pacifique, obéissant, travailleur. Ça explique la présence dans la crèche d'un bœuf et non pas d'un taureau à côté de l'âne. Mais ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est à cause du taureau que dans la religion chrétienne, à peu près tout ce qui a des cornes est diabolisé ? En partie, oui, c'est à cause du taureau. Le diable lui-même a des cornes assez fréquemment dans les images. Le christianisme n'aime pas du tout les cornes, comme il n'aime pas du tout ce qu'on pourrait appeler les protubérances animales, les cornes, les oreilles, les sexes, les queues, tout ça, ça fait l'animalité et ça distingue, ces protubérances trop grandes, l'animal de l'être humain. Hein. Un être humain, ça ne doit pas présenter comme cela des excroissances qui partent du corps et surtout pas des cornes. Le christianisme a lutté contre la présence de cornes sur les casques des guerriers, des chevaliers, même à l'époque féodale. Un peu en vain, il faut bien le reconnaître. Et alors, vous le disiez, dans la crèche, à la naissance du Christ, c'est un bœuf qui figure. Mais il ne figure pas là parce qu'il est castré. Il se trouve que la religion chrétienne aime bien les bœufs. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la crèche exactement ? Il est avec son compère l'âne et tous deux jouent le rôle d'attributs iconographiques. Les évangiles ne parlent pas de ces deux animaux, mais l'évangile de Luc souligne que Jésus est né dans une étable. Et pour faire étable, dans les images, il faut mettre des animaux. Donc on a mis un bœuf et un âne. Ça apparaît très tôt, dès l'époque paléochrétienne. Et par la suite, il n'y a plus d'activité sans présence de l'âne et du bœuf. En outre, c'est un moyen pour les théologiens de souligner que Jésus, né dans une étable, est venu sur terre pour sauver aussi les animaux. Donc il y a l'idée d'une communauté des êtres vivants pour le christianisme. C'est à la Renaissance, en fait, que le taureau va revenir aussi présent qu'il l'était pendant l'Antiquité, après que la religion chrétienne l'ait diabolisé. Là, il redevient tout ce qu'il va devenir, à nos yeux d'ailleurs, hein. Oui, c'est la grande époque de la Renaissance du taureau que le XVIe siècle. D'abord, on retrouve le taureau antique dans des textes, mais aussi dans l'archéologie. On fait des découvertes comme le grand taureau Farnèse au milieu du XVIe siècle, un immense bloc de marbre représentant le supplice d'une reine attachée aux pattes d'un taureau, presque 20 tonnes. Aujourd'hui, on peut le voir, ce taureau Farnèse, au musée archéologique de Naples. Et puis le hasard fait qu'un pape, peut-être le plus mauvais pape de toute l'histoire de la papauté, le plus décrié en tout cas, Alexandre VI Borgia, a un taureau dans ses armoiries. C'est une famille d'origine aragonaise dont le nom en dialecte aragonais évoque plus ou moins le taureau, donc c'est ce qu'on appelle une figure parlante qui vient d'Espagne, qui s'est introduit en Italie avec les Borgia. Et ce pape Alexandre VI est très très fier de son taureau. Il le met en scène partout dans ses palais romains et il organise des spectacles de taureaux dans la Rome du XVIe siècle. Donc il y a vraiment une curiosité nouvelle, une mise en scène nouvelle de cet animal que le Moyen-Âge avait plus ou moins occulté. Et alors depuis, qu'est-ce qui symbolise le taureau ? Vous l'avez dit, la force, la puissance, la colère, vraisemblablement, mais aussi la fécondité ?
la fécondité, surtout. Moi, j'ai encore vu dans les campagnes bretonnes et normandes, quand j'étais enfant, le taureau couvrir la vache. C'est un spectacle impressionnant. Après, ça a été le vétérinaire qui a pratiqué l'insémination artificielle. Mais un taureau, c'est fougueux, c'est fertile, c'est plein d'énergie. C'est ça qui a été admiré, c'est ça qui reste sa caractéristique propre. Par là même, c'est un animal qui passe pour dangereux quand on se promène dans les prés vêtus de rouge. Évidemment, c'est une fable. Le taureau n'est pas spécialement excité par la couleur rouge, mais cette idée-là est déjà bien en place au XVIIe siècle en Europe. Sur d'autres parties du monde, ce sont d'autres couleurs qui excitent le taureau. Et vous dites qu'au Japon, par exemple, c'est une couleur blanc-crème, par exemple, qui est censée exciter les taureaux. Oui, dans la culture quotidienne des Japonais, il y a plusieurs nuances de blanc qui sont considérées comme des couleurs. Nos langues occidentales ont beaucoup de mal d'ailleurs à traduire ces différences. Et donc il y a un certain blanc qui n'est pas du tout calmant comme pour nous, mais qui est excitant et qui excite même les taureaux. Donc ça prouve bien que ce qui excite l'animal, en fait, c'est le mouvement de l'étoffe. Et selon les cultures, selon les sociétés, c'est telle ou telle couleur qui va être concernée. Et la vache, qu'est-ce qu'elle symbolise, elle, la vache? Parce que si le taureau, c'est la puissance sexuelle, est-ce que la vache, qui est sa femelle, se voit un peu magnifiée par la même occasion? Oui, elle bénéficie du prestige du taureau. C'est un animal en général pris en bonne part, sympathique, qui fournit du lait, même si pendant des siècles et des siècles, on a surtout consommé du lait de chèvre et du lait de brebis. C'est au XVIIIe siècle que le lait de vache devient le plus consommé en Europe. La vache est un peu l'emblème de la campagne. C'est difficile de traverser dans les zones temporées de l'Europe la campagne sans rencontrer un troupeau de vaches, du moins jusqu'à des dates récentes, puisque maintenant les vaches sont enfermées dans des fermes où elles sont par centaines et qu'elles ne mangent plus de l'herbe mais des farines animales, effroyables. La vache peut aussi être prise en mauvaise part. Pour la symbolique, il y a toujours un bon et un mauvais côté. La mauvaise part de la vache, ce serait son côté bovin, en quelque sorte. Elle rumine, elle a l'air un peu abrutie, sinon stupide, et ça donne naissance à des faits de langue assez étonnants. Traiter une femme de vache, pendant longtemps, c'était la traiter soit de souillon, soit de pas intelligente. Et puis sont apparus en français au XIXe siècle les mots vacherie et vachement. Alors vacherie, c'est d'abord un endroit où habitent les vaches, c'est une étable à vaches. Et puis ça devient un mauvais sort, un mauvais coup. Et vache, dans l'expression mort aux vaches, ça date de l'occupation de la France par les Prussiens en 1871. C'est une lecture à la française du mot allemand dit Ware, c'est la sentinelle. Le CH allemand se prononce R. Alors les Français ne l'entendent pas comme ça, ils le voient écrit CH, donc ils prononcent vache. Et par hostilité, bien sûr, le mot vache se déprécie. Traiter quelqu'un de vache, surtout un homme, c'est donc quelqu'un qui est animé de mauvaises intentions ou qui a un mauvais comportement. C'est une peau de vache. Et dans le même esprit se crée peu à peu toute une famille de mots, notamment l'adverbe vachement, qui à l'origine signifiait méchamment. Et comme méchamment, il s'est un peu usé, il est devenu synonyme banal de trait. C'est vrai de méchamment, c'est vrai de vachement. Le taureau est symbole de puissance sexuelle, ne serait-ce que déjà parce qu'il a une semence très abondante et que la vache a parfois du mal à supporter ses saillies. Aujourd'hui, ça se passe mieux, c'est surtout par l'assimilation artificielle, en fait. On a privé et les vaches et les taureaux de rapports sexuels. Voilà, c'est ça. Ce qui prouve bien que c'est un animal domestique, puisque aujourd'hui, les zoologues définissent la domestication comme la maîtrise de la reproduction d'une espèce animale par l'être humain. C'est ça, un animal domestique, alors que dans les sociétés anciennes, un animal domestique, c'est un animal qui vit dans la domus, la maison, ou autour de la domus. Ce qui fait que les animaux de la ferme sont domestiques, mais aussi le renard, qui est un grand habitué du poulailler, le corbeau, qui est toujours là, la souris, le rat, le merle, tout ça, ce sont, pour les sociétés anciennes, des animaux domestiques. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Et enfin, vous terminez votre livre par la corrida. C'est vrai que quand on parle taureau, on pense corrida. Et vous expliquez qu'elle est née, telle qu'on la connaît, en tout cas, elle est née au XVIIIe siècle, la corrida. Alors, pourquoi c'est le taureau ? Pourquoi est-ce que c'est le taureau qui se retrouve dans l'arène ? D'autres animaux ont été tués dans des arènes, à Rome en particulier. Les taureaux n'y étaient pas du tout en majorité. Alors pourquoi le taureau est devenu... Qu'est-ce qui se joue dans l'arène à vos yeux et aux nôtres par la même occasion ? Parce que, comme dit Buffon, le taureau est le plus sauvage des animaux domestiques. Les animaux redoutables présents sur le sol européen, et notamment ibérique, ne sont pas très nombreux. Il y a presque plus d'ours. Et l'ours, en combat, n'affronte pas l'homme. Il a plutôt tendance à fuir. Il faut vraiment qu'on s'attaque à ces petits pour que la femelle devienne agressive et dangereuse. Donc, si l'on veut organiser des combats entre hommes et animal, les animaux sauvages s'enfuient. Donc, il faut prendre un animal domestique. On prend le plus sauvage des domestiques, le plus redoutable, supposément redoutable, le taureau. C'est un choix par soustraction, en quelque sorte. Oui, je voulais demander à Karimouche, le taureau, pour vous, ça inspire quoi ? La puissance. Ah, voilà. La puissance. La puissance. Et puis, oui, et les corridas. C'est très triste, mais c'est ce que le taureau m'inspire. Et Pierre Malinowski, quel est votre... Moi, personnellement, je viens de prendre un cours d'histoire assez impressionnant quand même, puisque je ne connaissais pas 90% de ce que vient de dire M. Pastoureau. Et c'est super intéressant. Moi, ce que ça définit le taureau, moi, c'est plus ma jeunesse, en fait, puisque je me rappelle quand on était petit, genre quand on avait 5 ou 10 ans, on essayait de traverser les prairies, vous savez, pour essayer de les provoquer, parce qu'il y a toujours cette peur qu'ils vous poursuivent, parce que le taureau, si vous voulez, il est calme, et s'il vous énerve, il vous tue. Donc moi, je me souviens, en fait, voilà, c'est pareil, c'est plus de la peur et de la puissance aussi du taureau. Par contre, ce que je viens d'entendre, c'est très, très intéressant. Le fait de fuir devant les taureaux, vous le racontez aussi, Michel Pastoureau, dans votre livre, c'est une image de la campagne française, alors qui a un peu disparu aujourd'hui, mais qui a été très présente pendant très longtemps, hein. Oui, elle est très présente. On en trouve trace dans des récits littéraires ou narratifs dès le XVIIe siècle. Et quand j'étais enfant ou adolescent, et mes filles aussi d'ailleurs, on avait un peu peur des taureaux en se promenant dans la campagne. À la fois peur des cornes et peur d'être piétiné, surtout. Le taureau peut devenir agressif pour des raisons qu'on ne devine pas toujours. Parfois, c'est à cause des insectes que le taureau devient furieux, plus souvent qu'à cause de l'être humain lui-même. Mais enfin, vaut mieux contourner assez largement un taureau qui est en train de manger paisiblement de l'herbe. Je le disais au début de cet entretien, Michel Pastoureau, vous avez commencé à écrire sur l'ours, vous avez écrit plusieurs livres sur le cochon, il y a eu le loup, aujourd'hui le taureau. Pourquoi ces animaux-là ? Comment vous y prenez-vous ? Et j'ai envie de vous demander, c'est qui le prochain ? Alors, le prochain, c'est le corbeau. Ça fait 50 ans que je travaille sur l'histoire culturelle du corbeau en Europe, donc je suis dans le cas du chercheur écrasé par sa documentation, il faut vraiment que je rédige. Mais pour l'historien que je suis, les animaux rejetés, les animaux négatifs à un titre ou à un autre, les mal-aimés, laissent beaucoup plus de traces dans les documents que les autres. Donc c'est plus intéressant de s'intéresser à eux. Il y a des textes, il y a des images, il y a des faits de langue et de lexique, il y a des traditions orales, il y a de l'archéozoologie. Je préfère travailler sur cela. D'ailleurs, c'est un problème général en histoire, hein. Le mal est toujours mieux documenté que le bien. Il laisse beaucoup plus de traces dans les documents. Alors, toute dernière question, impromptue. L'animal qui est le plus représenté dans une ville comme Paris, au contraire de ce que l'on pourrait penser, c'est le lion. Le lion est à peu près partout. Il y a des petits lions sur les balcons, partout. Est-ce que vous savez pourquoi ? Oui, le lion fait partie de notre vie quotidienne et ça n'est pas récent, hein. Il n'est plus indigène en Europe depuis le Paléolithique et pourtant il est resté présent dans l'imaginaire, hein. Entrez dans n'importe quelle église, il y a des lions partout, peints, sculptés, racontés, présents dans le texte biblique, commentés pendant le sermon, etc. C'est le roi des animaux. C'était le roi des animaux pour les cultures africaines et asiatiques. En Europe, c'était l'ours.
Et l'Église, au Moyen-Âge, a vu un danger de culte de l'ours, présent physiquement, lui, sur le terroir européen. Donc elle a joué le lion contre l'ours pour ce trône symbolique des rois des animaux. Ça a pris du temps, mais finalement, le lion a détrôné l'ours, et c'est lui qui est devenu la vedette de notre bestiaire. Et c'est sans danger, puisqu'il n'est pas physiquement présent. Le taureau, une histoire culturelle, le nouveau livre de Michel Pastoureau vient de paraître aux éditions du Seuil. On fait une pause, puis on va s'intéresser au nouveau clip de Karimouche. Je vous invite à le regarder, Michel Pastoureau, vous m'en direz un mot, il y a plein de couleurs dedans. Vous aurez sûrement des choses à dire. Merci. Karimouche, vous êtes comédienne, chanteuse, ça fait 5 ans que vous n'avez pas sorti d'album. On vous a plutôt vu en tant que comédienne dans des séries comme Les Sauvages sur Canal+, ou Cannabis. Aujourd'hui, sort le premier extrait de votre prochain album, Folie Berbère. C'est un très bon titre. Oui, c'est ça. Voilà, excellent titre. Je ne comprends pas que personne n'y avait pensé avant vous. Folie Berbère, c'est formidable. C'est prévu pour janvier. Et cet extrait qu'on va voir tout de suite, ça s'intitule « Princesse ». On vous écoute. Je suis pas ta beurre, ta quota, la cause des attentats. Ta Conchita, ta Kaira, ta Bobo, quinoa. Je suis pas ta bébé, ta archi blonde, ta bobonne qui fait de l'ombre, ta bourgeoise du grand monde, ta Batwoman qui va pondre. Princesse, je veux de la haute couture. Yeah, la la la. Tresse-moi, des mots cousus sur mesure. Yeah, la la la. Princesse, je veux de la haute couture. Yeah, la la la. Tresse-moi. Je suis pas ta baisse, béga chouchou, ta cagole à chichi, ta canette de coca, ta causette, ta coca, non. Je suis pas ton chien, chaud à saucisse, ta raton 06, ta tirette de Tinder, ton plan cul, ton 4 heures. Je suis pas ta gazelle à chasser, ta donzelle à dompter, ta demoiselle à siffler, ton noiselle à boucler, non. Je suis pas ta bière à mettre au frais, ta bannière à trophée, ta frontière à tracer, ta rombière à trousser. Princesse, je veux de la haute couture. Yeah, la la la. Tresse-moi, des mots cousus sur mesure. Yeah, la la la. Princesse, je veux de la haute couture. Yeah, la la la. Tresse-moi, des mots cousus sur mesure. Yeah, la la la. Eu sou a filha da rainha, me chamou princesa. Isso é herança de família, eu sou sexo. Faço, desfaço, decido, refaço de novo e sempre sem levando sem estresse. Você é filha da rainha, também é princesa. Sua herança de família, também sexo. Faça, refaça, desfaça de novo e sem leve a vida sem estresse. Quero ver. Chega aí, conta aí, quero ver. Vem me conta, malandro, quero ver. Chega aí, quero ver. Voilà, c'est la chanteuse Flavia Coelho, qui est une chanteuse brésilienne, hein, qu'on vient d'entendre chanter avec vous sur ce clip. Alors là, on vous voit chanteuse, danseuse, costumière, des métiers que vous avez tous faits. Hein. Vous avez fait S-Mode, qui est la plus ancienne école de mode du monde. Elle a été créée à Paris en 1841. Oui, c'est ça, 1841, je ne dis pas de bêtises. Là, vous avez travaillé avec Zulibet. Hein. On parle juste de la forme quelques instants, parce que je voulais aussi en parler avec Michel Pastoureau. Mais c'est Zulibet, je crois, qui a fait les costumes du clip. Oui, c'est Xulibet qui a fait le stylisme et qui a habillé tout le monde. Et alors, quand j'ai vu ce... aujourd'hui d'ailleurs. Ah oui, toujours, ouais. C'est coloré.
Quand j'ai vu ce clip, je l'ai trouvé extrêmement coloré. Je savais que Michel Pastoureau serait avec nous. Et on dirait que c'est presque l'antithèse du tableau d'Anne Sauvage que vous avez montré au départ, Michel Pastoureau. C'est-à-dire ces couleurs grises et noires qui sont les couleurs, d'ailleurs, dans lesquelles la grande majorité de la population, en France et en Europe, s'habille aujourd'hui. Hein. Vous m'aviez expliqué un jour que c'était une victoire du protestantisme parce que les catholiques mettaient du rouge au Moyen-Âge. Et puis aujourd'hui, si on s'habille tous en noir et en gris, c'est que les protestants, d'une certaine manière, ont gagné. Mais quand vous regardez un clip comme celui-là et que vous voyez ces couleurs chatoyantes, qui sont les couleurs aussi de la rue, hein, qu'est-ce que vous voyez, vous ? Dans le clip, j'ai vu une sorte de peinture vivante, animée, qui faisait en effet contraste avec l'image que nous avions présentée au début, tout en camailleux de gris et de noir. Donc c'est assez réjouissant, évidemment, de voir des couleurs vives assorties, en mouvement. Ça donne un petit peu de tonus et d'espérance. J'ai vu aussi beaucoup de jaune, qui est une couleur que j'aime bien, qui n'est pas très très présente dans notre vie quotidienne. J'ai dit et écrit plusieurs fois que si j'étais un styliste, un couturier, un créateur, ce que je ne suis pas vraiment, j'investirais dans le jaune, parce que j'ai l'impression que c'est une couleur d'avenir, indépendamment des gilets jaunes. Cette couleur occupe une place tellement faible dans notre environnement quotidien qu'elle ne peut qu'augmenter cette place. Et je crois à l'avenir du jaune, moi, dans les sociétés européennes en tout cas. Vous aussi, j'imagine, hein. J'ai bien choisi ma veste, alors, pour vous, Michel. Parfaitement. Alors, cette chanson, ce clip, Karimouche, c'est un manifeste. Hein, on y voit même, je crois, votre grand-mère, qui a plus de 90 ans. Elle est Exactement, dedans. 90 ans. Voilà, c'est un manifeste contre la misogynie, mais ce n'est pas un manifeste contre les hommes. Il faut faire la nuance, hein, parce que parfois, ça s'est un peu confondu ces derniers temps. Oui, non, ça, par exemple, même, on m'avait proposé d'écrire Ni Dieu ni mec, oui, ça, je suis pas, c'est plus c'est humaniste, féministe, oui, parce que je suis une femme, mais surtout pas anti-homme. Et puis en plus, j'ai un garçon exceptionnel, donc et en plus, puis il y a plein d'hommes autour de moi que j'aime et qui sont respectueux, qui sont solidaires aussi avec tout ce qui se passe en ce moment. Et non, c'est pas une chanson anti-homme. Et je crois que vous l'avez coécrit les paroles avec un homme d'ailleurs. Exactement, avec un homme, Erwan Séguillon, qui est un homme assez féministe en fin de compte. Au fond, moi je trouve que c'est une chanson contre les généralités dont on affuble les femmes, chacune méritant, d'après vous, une attention particulière, des mots sur mesure, ce que vous appelez des mots sur mesure. Oui, on mérite de la poésie. Voilà, c'est des mots cousus sur mesure, c'est vraiment de la poésie. On mérite de la poésie. Mais des mots sur mesure, ça veut dire... Et du respect, la liste est longue. Mais pour moi, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que si c'était de l'amour, une généralité, encore une fois, ou du respect, encore une généralité, vous insistez, je trouve, dans cette chanson, sur le besoin de reconnaissance singulière. Chaque femme est un être humain différent des autres. Oui, bien sûr, et c'est pour cette raison-là que j'ai eu vraiment envie qu'il y ait dans ce clip plein de femmes de toutes cultures, de milieux sociaux différents, l'âge, etc. C'était important pour moi. Oui, bien sûr, chaque femme est unique et dans la chanson, je parle aussi des femmes qui sont violentées, des clichés comme beurette à chicha, c'est un truc qu'on entend, enfin que j'entends assez souvent. Donc c'est tout, oui, ça parle. Et encore, j'aurais pu encore en rajouter, hein. Mais la chanson aurait été trop longue. Vous pensez que ces clichés transcendent tous les clivages sociaux? C'est dans toutes les classes sociales qu'on en retrouve? Simplement, elles sont un peu différentes. Enfin, ils sont plutôt un peu différents? Oui, je pense que c'est dans tous les milieux. Oui. C'est différent, oui, parce qu'à chaque fois, c'est différent. Puis il y a la violence physique, il y a la violence psychique. Et donc, il y a toutes sortes de violences. Et je pense que peu importe d'où tu viens, elle existe. Je veux dire, des femmes battues, je pense qu'il y en a... oui, enfin, je pense qu'il y a certains milieux où il y a plus de violence, mais il y en a partout, en tout cas. Ça, c'est certain. Au fond, dans cette chanson, vous rappelez les règles
du fin amour, de l'amour courtois qui est né au XIIe siècle dans le midi de la France et où tout à coup il fallait au fond se comporter de belle façon avec la femme que l'on désirait ou dont on tombait amoureux. Donc déjà du temps des chevaliers, on rappelait aux garçons qu'ils devaient trouver là aussi des mots sur mesure. Voilà, ça se perd, hein. C'est vrai, ça se perd. Il y a, oui, ça se perd. Ça se perd ou est-ce qu'on a fait des progrès depuis quand même le XIIe siècle? Alors, simplement, on pourrait en faire encore davantage. Je pense qu'il faut en faire davantage, oui. Mais après, ça se perd un peu. Bon, c'est encore là, mais... Et puis ça mute. Parce qu'au niveau du vocabulaire, du langage, de l'histoire aussi. Donc ça évolue. Mais je pense qu'avant, il y avait peut-être plus de poètes qu'aujourd'hui. Enfin, les hommes étaient plus courtois. Oui. Bon, il en reste encore, hein, j'imagine. Enfin oui, bien sûr, il y en a encore. Vous aussi, vous avez évolué. On va regarder un extrait d'un clip que vous avez fait il y a 10 ans. C'était Un petit kawa. Comme quoi vous êtes capable d'aller du groove qu'on vient d'entendre à la chanson réaliste, façon garçon boucher, on pourrait dire. On vous écoute dans Un petit kawa. Encore un matin comme tant d'autres, la journée déjà bien entamée, j'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève, Je traîne de la sorte pour atteindre la cafetière, la tête dans le fion, je cherche la révélation. Jette un œil dans la rue, les gens ne se regardent même plus, rien n'a changé depuis hier. Le même junkie vissé devant le tabac qui mendie, la même boiteuse avec sa gnôle à la béquille, les mêmes bagnoles pressées et qui se pressent et qui se scratchent en bas de mes escaliers. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa en regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme si, pourquoi c'est comme ça, et tra la 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 bla 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 bla. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa en regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme si, pourquoi c'est comme ça, et tra la 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 bla 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 bla. Voilà, c'était il y a 10 ans. Maintenant, c'est Princesse qui vient de sortir et Folie Bergère en janvier. Il y aura des... Folie Berbère. Oh, Folie Berbère, bien sûr. Vous espérez faire de la scène, ça doit vous manquer Ah bah oui, terriblement. Et puis bon, là, c'est pas... Enfin, c'est une période compliquée pour tous les artistes, donc... Enfin, pour tout le monde. Mais oui, là, pour l'instant, c'est compliqué. Mais ça me manque terriblement. Je vous souhaite de la retrouver rapidement. Pierre Malinowski, ancien militaire, aujourd'hui président de la Fondation pour le développement des initiatives historiques franco-russes. Vous êtes historien à votre façon, hein. Votre spécialité, vous l'avez quasiment inventée, c'est de retrouver des corps de soldats disparus il y a très longtemps pour les rendre à leur famille. C'est le travail que cela demande, que vous racontez dans un livre, À la recherche du tombeau perdu, qui vient de paraître au Cherche Midi, avec une préface d'Hélène Carrère d'Ancos. Vous y faites le récit de votre expédition en Russie pour retrouver le corps du général Gudin, tombé en 1812 à la bataille de Smolensk. Comment l'expliquez-vous, cette quête qui est la vôtre, déterrer des soldats morts depuis des lustres ? Ça vient de mon enfance, hein, puisque j'ai trouvé mon premier corps, j'avais 5 ans, puisque on habite en fait, je suis natif d'un petit village qui s'appelle Orainville, qui est dans l'Aisne, qui est sur la première ligne de la guerre 14-18, donc qui a été très meurtrie durant cette guerre. Et mon père nous emmenait avec mon frère et ma sœur, lorsque nous étions enfants, tous les week-ends, arpenter toutes les tranchées, toutes les forêts, pour voir les stigmates de la Première Guerre mondiale. Et régulièrement, ils retrouvaient des soldats, mais ça datait déjà de mon grand-père et de mon arrière-grand-père, puisqu'ils ont toujours été ouvriers agricoles sur les champs de bataille. Et quand vous avez 5 ans et que vous retrouvez un soldat, vous n'êêtes pas préparé en fait, pour ça. Et soit ça vous choque, soit vous vous dites, vous comprenez directement. Et mon père nous a tellement bien expliqué, ce squelette, en fait, c'est un soldat en pantalon rouge qui avait 21 ans, puisqu'on a retrouvé son nom et tout ça, et qui est mort ici, disparu dans la forêt depuis 100 ans. Enfin, il nous a expliqué une histoire assez simple, et moi je me suis toujours dit,
En fait, c'est un être humain et j'aimerais en chercher d'autres. Ça a commencé comme ça. Et ensuite, j'ai été militaire pendant 8 ans. Donc après, j'ai compris ce que c'était, en quelque sorte, pas la guerre, mais on peut dire l'armée, le sacrifice, tout ça. Et après l'armée, je me suis décidé de me lancer à la recherche de tous les héros disparus français à travers le monde. Voilà, c'est un peu ambitieux, mais je fais mon maximum. Et j'ai retrouvé à peu près plus de 1000 corps. Hein, déjà, là, on vient d'en retrouver la semaine dernière environ 80 à Sébastopol, au siège à Malakoff et à l'Alma. Donc voilà, on va expliquer aux Français la semaine prochaine dans les médias que ce n'est pas seulement des monuments ou des ponts ou des choses comme ça. À Paris, ce sont des grandes batailles où il y a énormément de Français qui sont décédés. Et pour Gudin, alors c'était, on va dire, c'est comme le Graal, puisque Gudin, c'était quand même... on va y venir au général Gudin. Le général qu'on retrouve. On va venir au général Gudin, mais restons au début de cette quête qui est la vôtre, Pierre Malinowski. Quand, avec votre père, quand vous avez 5-6 ans, vous retrouvez ce premier poilu, il vous tend à un moment son alliance. Et sur cette alliance sont gravées, l'alliance, non pas de votre père, hein, mais l'alliance de ce soldat, et sont gravées les initiales, les siennes et celles de sa femme. Et j'ai l'impression que ça vous fait beaucoup d'effet, ça. Et je pense que c'est là aussi où ça se joue. C'est d'une façon, en les déterrant, en retrouvant leurs objets et eux-mêmes, enfin ce qu'il en reste, vous les ramenez à la vie, j'ai l'impression. C'est-à-dire que ce ne sont plus seulement des squelettes perdus, oubliés, anonymes. Tout à coup, vous les ramenez à la vie. J'ai l'impression que c'est ça pour vous. Moi, je les imagine en fait physiquement avec des cheveux. Enfin, vous savez, j'arrive à les humaniser complètement. Et ensuite, je me refais vraiment tout leur parcours. J'imaginais qu'ils avaient probablement une femme, une mère. Enfin, ils ont laissé des orphelins. Et lorsque moi, en fait, ma priorité ensuite, c'est retrouver des descendants. C'est une quête que je fais de retrouver, même s'il n'y a pas de descendants directs, puisqu'il y en a beaucoup étaient jeunes, je retrouve les cousins, les cousines, voilà. Et quand vous appelez, par exemple, je peux vous donner un exemple d'un poilu qu'on a retrouvé à côté de celui-ci, mais des années plus tard. J'ai retrouvé son arrière-petit-fils qui avait 85 ans, qui était vétéran de la guerre d'Indochine. Et lorsque je lui ai annoncé « on a retrouvé votre arrière-grand-père », il s'est mis à pleurer puisque dans la famille, c'était le héros de la famille. Ils avaient des photos de lui, donc ils m'ont envoyé des photos de lui en 1917, quelques jours avant sa mort. Et lorsqu'ils sont venus sur place, il n'y a aucune autre émotion pareille, puisque là, vous touchez toute une famille complète qui reviennent dans ces petits villages français, dans ces forêts, et voir le lieu où a été retrouvé leur ancêtre, c'est particulièrement émouvant, oui. Alors, vous l'avez dit, vous êtes engagé dans l'armée, et quand vous avez quitté l'armée, vous êtes mis à creuser. Vous vouliez retrouver des soldats comme ça, mais vous n'êtes pas mis à creuser au hasard, hein, parce que ça ne servait à rien. Vous savez qui vous recherchez. Vous avez commencé par rechercher les soldats russes qui sont tombés en France pendant l'offensive du chemin des Dames. Donc, ça remonte à avril 1917, on n'en parle jamais de ces soldats russes. On sait qu'il y a eu beaucoup de morts, mais on n'en a jamais parlé. Oui. Ils n'ont pas de mausolée comme la plupart des autres armées. Les Américains, les Anglais, les Australiens, les Canadiens ont des mausolées en France. Il n'y en a pas pour les Russes. Et vous mettez à creuser, vous le cherchez, et vous allez retrouver 1 puis 2 soldats russes quasiment un siècle plus tard, hein, puisque vous les avez déterrés, je crois, en 2016, donc un siècle, 99 ans plus exactement, après qu'ils soient tombés pendant la bataille. Ça a dû être une émotion extraordinaire pour vous. Bah oui, puisque en fait c'est 3 ans de ma vie à creuser presque tous les jours. Donc le soldat russe, en fait, comme nous habitons dans un village à côté de Reims, où les Russes ont attaqué ici, et j'en avais jamais entendu parler comme beaucoup de Français. On sait qu'il y a eu énormément de pays étrangers qui ont participé aux côtés de la France, les Anglais, les Australiens, voilà. Mais les Russes, on les a oubliés complètement, alors qu'il y a eu un corps expéditionnaire de 20 000 hommes qui ont été envoyés par le Tsar contre de l'armement pour libérer, lors de l'offensive Nivelle, les villages de Courcy et d'Aguilcourt. Et ils ont eu 6 000 tués quand même en 3 jours, le 16 et le 19 avril 1917. Et quand mon père me dit, tu sais qu'il y a des Russes qui sont venus pour libérer notre village,
J'avais jamais entendu parler de ça. Il m'a donné 2-3 archives. J'ai commencé à étudier ça pendant peut-être 2 ans. Et ensuite, j'ai creusé sur 3 ans. J'ai demandé les autorisations des propriétaires, des agriculteurs, enfin énormément d'autorisations. Et ensuite, avec ma petite pelle, pendant 3 ans, j'ai creusé. Et au bout de 3 ans, je vous avoue que vous prenez quand même un petit coup au moral, puisque vous retrouvez pas le soldat que vous cherchez, puisque c'est seulement 2 jours, on peut dire, sur 4 ans de guerre. C'est vraiment compliqué. Et le soir de Noël, le 24 décembre 2016, c'était ma dernière jour de fouille, puisque je devais me faire opérer 2 jours après d'une hernie discale parce que je m'en étais cassé le dos. Et là, le 24 décembre, on fait seulement 2 trous. Et à 1 mètre de profondeur, on a vu une colonne vertébrale apparaître. Et on s'est dit, c'est un Allemand ou c'est un Français. Et en fait, il y avait une petite croix qui dépassait. Mon frère la prend, je lui donne, je lui dis, voilà, une croix, on en trouve souvent, puisque voilà, sur les soldats. Et là, il passe son doigt dessus et il me dit, regarde, c'est pas catholique ça. Et là, on a vu la croix orthodoxe. J'avais compris directement. Je me dis, je le trouve le 24 décembre et je trouve le soldat russe à son doigt. Et après, ensuite, il y a eu 2 boutons qui ont apparu en cyrillique avec l'aigle bicéphale. J'ai compris tout de suite. Et je suis parti me faire opérer avec un sourire, et vous imaginez, gigantesque. Alors, il faut savoir que ce que vous faites, en fait, c'est illégal, puisque, en fait, il est interdit d'exhumer des morts et de rendre des soldats morts au combat à leur famille. Et c'est une loi qui date de 1914, d'ailleurs, qui a été renouvelée en 1919. Tous ceux qui ont lu ou vu Au revoir là-haut, le roman de Pierre Lemaître ou le film d'Albert Dupontel, savent que, évidemment, à ce moment-là, les familles veulent récupérer leurs morts, et il n'est pas question de les laisser emmener des cadavres, d'abord d'aller déterrer des cadavres sur les champs de bataille encore chauds des combats, et encore moins de les laisser les trimballer à travers la France. Donc on leur interdit l'exhumation et de leur rendre le corps, et aujourd'hui vous transgressez ces lois. Il se trouve, en général on voit ça d'un bon œil, parce qu'elles n'ont plus vraiment cours. Enfin, vous êtes dans l'illégalité. À peu près toute ma vie, je suis toujours un petit peu sur borderline, comme on dit, vous savez. Mais lorsque je présente ces projets-là et qu'ils me voient faire, il n'y a personne qui a jamais essayé de me dire, vous avez pas... On me le dit, mais après, il y a beaucoup les archéopros, tout ça, ils participent ensuite avec nous, puisque les projets, je pense qu'ils sont respectables. Et lorsque nous avons trouvé le soldat russe, on a fait venir la gendarmerie, le procureur a validé. Ensuite, ce sont les archéologues de l'INRAP qui sont venus le chercher avec la DRAC. Enfin, ensuite, on rend les corps directement dans la légalité. On les touche pas. Maintenant, je vous avoue, c'est beaucoup plus facile, puisque je pense avec les projets qu'on a réussi à mener à bon terme en Russie, à Sébastopol, à Vyazma, et ceux qui vont arriver l'année prochaine à Stalingrad, tout ça. Maintenant, on a une réputation. Et depuis hier matin, nous avons l'autorisation, par exemple, de la DRAC. On va commencer des fouilles sur le chemin des dames qui vont être autorisées, encadrées bien sûr avec eux. Mais maintenant, je pense qu'on a une certaine réputation, et voilà. Mais bien sûr, lorsque j'ai commencé mes fouilles sur les soldats russes, c'était légal à 50-50, quoi. Alors vous avez fait l'inverse, vous êtes également allé en Russie chercher des soldats français tombés en Russie pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le fameux escadron Normandie-Niemen. Mais venons-en au général Gudin, puisque c'est le centre du livre que vous publiez aujourd'hui. Le général Gudin, je le rappelle, camarade de Napoléon Bonaparte à l'école de Brienne. Ensuite, un général particulièrement courageux qui s'illustre notamment à Eylau et qui tombe à la bataille de Smolensk. Son portrait est juste derrière moi. On savait qu'il était par là-bas, on ne savait pas exactement où, il y avait des idées différentes. Pourquoi le général Gudin ? Eh bien, il y a eu la campagne de Russie, c'était presque 600 000 soldats qui sont partis là-bas, avec environ 500 000 morts, donc c'est énorme quand même. Et j'ai regardé la liste des généraux disparus, il y en avait 11 ou 12. Bon, voilà. Et dans les 11, j'en connaissais aucun, malgré que beaucoup soient sur l'Arc de Triomphe. Et dedans, dans la liste, je vois le général Gudin, donc je regarde aussi, je fais des recherches. Je vois qu'il est sur l'Arc de Triomphe, qu'il a une rue à Paris dans le 16e arrondissement, qu'il a le nom d'une caserne à Montargis, enfin, qui était quelqu'un quand même assez très populaire, même à l'époque. Et ensuite, en creusant un peu, je regarde qu'il était à l'école de Brienne, qu'il était un ami intime de Napoléon, ils sont restés ensemble vraiment toute leur carrière. Il est mort quelques mois avant de venir marier
maréchal, et surtout le jour de sa mort, avant la bataille de Valoutina Gora, il était avec Napoléon, en gros en train de faire du tourisme à Smolensk, enfin ils étaient en train de visiter la basilique de Smolensk, et lorsque c'était Murat est venu et a dit on a trouvé les Russes à Valoutina, on va attaquer, il a envoyé, il a dit Gudin, toi t'y vas, parce qu'à chaque fois c'était Gudin qui l'envoyait, on va dire, dans les endroits chauds. C'est le premier à être rentré dans Berlin, enfin vous voyez, c'était vraiment comment dire, la pièce maîtresse et quelqu'un de très fiable pour Napoléon, en qui il avait toute confiance. Et donc je me suis dit, faut que je retrouve ce gars-là, mais retrouver un général d'1m70 dans un pays comme la Russie, même si vous savez que c'est dans une ville, c'est quand même assez compliqué. J'ai présenté le projet au président Poutine le 11 novembre 2018 à Paris, il a rigolé, parce qu'il m'a dit, en gros, bonne chance. Et avec énormément de travail, il faut aussi quand même le reconnaître, avec aussi beaucoup de chance, puisque vraiment on l'a trouvé alors qu'on n'avait que 20 mètres carrés d'autorisation par l'Académie des sciences de Russie. Eh ben, je l'ai trouvé. On l'a eu sur le deuxième essai en juillet 2019. Et maintenant, il sera enterré aux Invalides entre Rouget de Lille et le maréchal Leclerc le 5 mai 2021. Donc c'est quand même exceptionnel de pouvoir faire entrer le premier général de l'histoire de France qui reviendra sur son sol natal avec une histoire vraiment, je pense, quand même exceptionnelle. Michel Pastoureau, je voulais avoir votre avis, puisque en tant qu'historien, devant le travail d'un historien improvisé, mais quelqu'un qui est devenu historien à sa manière, en allant comme ça, déterrer des corps, comment vous trouvez ça ? Pour moi, c'est proustien. Ça me rappelle mon enfance en Basse-Normandie. Avec mon père, nous allions sur des champs de bataille supposé de la guerre de 100 ans, horizon 1430, et mon père pratiquait un peu de la même façon en cherchant dans le sol, non pas tant des restes humains, mais des objets, éventuellement des monnaies. Nous trouvions de petites choses, mais nous n'avons jamais trouvé de restes de corps humains, non. Donc je suis admiratif, j'ai beaucoup appris. Moi qui ai fait mon service militaire au musée de l'Armée, aux Invalides, je me souviens que dans les réserves, c'est-à-dire sous la presque totalité de la place des Invalides, d'immenses réserves, un capharnaüm extraordinaire, il y a des corps entiers, des cadavres entiers qui sont conservés, et la plupart viennent de l'époque impériale. En effet, il vous reste beaucoup de travail. Au fond, Pierre Malinowski, il y en a partout. On n'y pense pas, mais dès qu'on marche, à Paris notamment, il y a des cadavres partout, sous nos pieds. Mais évidemment, partout où il y a eu des batailles, c'est-à-dire dans quand même beaucoup d'endroits du monde, il y a des corps qui dorment en dessous. Mais tout à fait, je vous dis, moi j'en ai trouvé 1000 à mon échelle, mais je peux en sortir 10 000. Déjà en France, il reste 700 000 corps de la Première Guerre mondiale entre la Belgique et puis l'Alsace-Lorraine. Donc 700 000 corps, vous imaginez ce que ça représente, on les retrouvera jamais tous de toute façon. Puis il y en a beaucoup qui ont été de toute façon vaporisés par les bombardements pendant la Première Guerre mondiale. Mais là par exemple, j'ai un projet où je peux pas en parler plus, mais on a trouvé un tunnel sur le chemin des Dames avec 300 soldats qui ont été enterrés vivants et qui sont momifiés. Je fais un énorme projet en mai l'année prochaine à Stalingrad où on a localisé des fosses de soldats soviétiques. Il y en a plus de 300, donc ça va être un projet vraiment avec le CNRS où j'emmène 50 archéologues français sur place. Ça va être un projet vraiment monstre en avril-mai l'année prochaine. Des projets, j'en ai encore 30 à faire et j'aurai jamais terminé puisque il y a même des soldats français au Kamchatka, vous savez, à l'autre bout du monde. On va faire une expédition là-bas l'année prochaine, l'été prochain. Donc vous voyez, le Kamchatka au large du Japon, où les Français, après en fait la Pérouse est venue ici, mais ensuite les Français ont attaqué avec les Anglais en 1854, ont attaqué la péninsule, russe, et nous avons des officiers français. Nous savons où ils sont. Aujourd'hui, c'est une base de sous-marins nucléaire russe, donc pour les autorisations on est en train de négocier, mais il y a des Français, en fait des corps de soldats français, il y en a dans le monde entier, dans tous les pays. Donc c'est la guerre, on peut dire c'est pas bien, mais on doit leur rendre hommage, c'était des soldats, et moi j'irai les chercher, comme j'ai dit, jusque sur la Lune, les soldats français, pour leur rendre hommage et les enterrer, retrouver les familles. J'en ai fait ma vie, et je continuerai. À la recherche du tombeau perdu, c'est le titre du livre de Pierre Malinowski qui vient de paraître au Cherche Midi. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.